Les gens qu'on ramenait de leur pays vivaient avec les animaux au jardin zoologique d'acclimatation. Des Marocains, des Africains, des Sénégalais, des Malabars, des Esquimaux, des Ashantis, des Kanaks. Il y en a, ils étaient enlevés pour les amener de force. C'est horrible de faire ça entre humains. Entre 1870 et 1940, des centaines d'indigènes ont été exhibés en France dans des zoos humains. Moliko, l'arrière-arrière-grand-mère de cette Guyanaise, a été transportée au jardin d'acclimatation de Paris en 1892. Elle se soit au jardin d'acclimatation, à la foire du trône ou encore lors des expositions universelles et coloniales, ces exhibitions ethnologiques ont réuni des millions de visiteurs. Elle cherchait à légitimer la colonisation, à justifier les inégalités raciales et à créer une frontière artificielle entre les sauvages et les civilisés. Des Bretons et des Savoyards ont également été exhibés à l'époque car leur région était jugée arriérée. Et cette histoire, elle va traverser tout le 19e pour aller jusqu'aux années 30 et petit à petit disparaître. C'est donc l'histoire de ces exhibitions coloniales qui ont à la fois été dans l'univers du spectacle, des scènes de théâtre, des jardins d'acclimatation, mais qui ont aussi été dans l'univers des grandes expositions coloniales, des expositions universelles, qui ont eu toute leur place dans ce qu'on a appelé une forme de construction du monde. C'est-à-dire qu'à travers les exhibitions, ça n'a pas simplement été du spectacle. Ça en a été, puisque les gens venaient voir un spectacle. Ils venaient voir un monde qu'ils ne voyaient sans doute jamais au cœur de leur vie. Voir des Fugiens exhibés, des Araucanes exhibés, des populations Panbrii, des Autochtones, des Aborigènes. De leur vie, ils n'auraient jamais vu ces populations. Donc il y avait d'abord la curiosité. Puis deuxièmement, ces populations exhibées ont aussi correspondu à une manière pour les empires coloniaux de construire leur domination. Montrer l'autre derrière une barrière, montrer l'autre exhibé, c'est d'une certaine manière imposer et montrer à tous qu'il y a une domination naturelle entre eux et nous, les deux entre guillemets. Troisièmement, ils ont aussi construit les identités de ceux qui venaient. On se rassure en allant voir ces pseudo-sauvages exhibés. Donc tout ça a construit des choses qui vont bien au-delà de simplement avoir exhibé des hommes, des femmes et des enfants pendant à peu près 130 ans. Ça a construit énormément de légitimation de l'ordre du monde et de la domination coloniale. C'est l'objet du sujet qu'on a essayé avec Bruno, ici présent, réalisateur, de traiter dans ce film que vous allez voir, et avec Abdelmalek qui a prêté sa voix à ce récit, à travers 6 personnages que vous allez découvrir ce soir, pour essayer d'arriver à la fois à comprendre que c'est une histoire monde. Elle a concerné à peu près tous les continents. Pratiquement toutes les populations de la Terre ont été exhibées, y compris des Blancs. Des Bretons ont été exhibés en 1910 à l'exposition de Nantes. Des Irlandais étaient exhibés dans toutes les grandes expositions britanniques comme des sauvages. Des Lapons ont été exhibés, des Flamands ont été exhibés, des Auvergnats ont été exhibés. Des populations, ça va très très loin, puisque les Suisses ont même exhibé des Suisses. Ça vous fait rire, mais vous savez qu'il y avait une raison très objective. Les Suisses ont exhibé des Suisses au moment où on se posait la question, c'est quoi être Suisse? Et à l'exposition nationale de 1896, les Suisses font 2 villages. Un village suisse, où ils vont essayer de construire une identité commune, et à côté, ils font un village noir, pour dire aux Suisses, la première démarche, ce que vous n'êtes pas, ce sont des Noirs. Et ça fonctionne, parce qu'aller aux zoos humains, c'est aussi construire sa propre identité. C'est aussi se mettre en positionnement par rapport au reste du monde. Et donc il y a tout ça dans cette histoire des zoos humains, d'une construction qui des fois nous paraît extrêmement compliquée à expliquer à des jeunes, et on le voit bien tout à l'heure avec le public qu'on avait, comment s'est construit le racisme, comment s'est légitimé la domination, comment l'ordre du monde que nous connaissons au temps des colonies et encore aujourd'hui s'est fabriqué. Et bien à travers le zoo humain, on a une des clés d'explication. Ça a fabriqué un ordre normal au monde. Et une personne était là tout à l'heure et nous questionnait, une enseignante avec ses élèves, elle nous dit « Mais comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui ont contesté ça ?» Quand les savants tiennent un discours, quand les enseignants emmènent les élèves aux zoos humains, quand les États valident cette situation, quand la plupart des élites intellectuelles et politiques de ces époques-là valident cet ordre du monde, vous y croyez. Et vous y croyez parce que vous n'allez pas vous-même vérifier que dans ces pays, ces sauvages n'existent pas. C'est ça qu'a essayé de raconter ce film, dont on va essayer en amont et avec vous de répondre à différentes questions, d'une histoire qui, encore il y a 20 ou 30 ans, était peu palpable, peu connue par les chercheurs, parce qu'on pensait que c'était de l'histoire culturelle ou de l'histoire de second plan du grand récit. Sauf que c'est 35 000 exhibés, 1,5 milliard de visiteurs entre 1810 et 1940. C'est-à-dire que dans la plupart des grandes puissances coloniales européennes, aux États-Unis comme au Japon, cette construction, à peu près au même moment, s'est fabriquée sur la même matrice et à peu près produit le même discours. Et on comprend beaucoup mieux comment les opinions ont été convaincues par ce récit, convaincues par ces imaginaires. Et vous le verrez, et on en parlera ce soir, c'est aussi une mise en scène du sauvage.
Parce que très vite, on découvre dans les zoos humains que la meilleure manière d'avoir des sauvages qui jouent aux sauvages, c'est de leur demander, en les payant, de jouer aux sauvages. Et vous le connaissez, ça, pourtant. Vous l'avez tous vu, c'est Buffalo Bill, avec les Buffalo Bill Show, où les Indiens rejouent chaque jour le spectacle de la défaite des Indiens face aux Blancs. Mais c'est intéressant parce que, en fin de compte, les gens ont pleinement conscience qu'en touchant à ce sujet-là, on se met à toucher quelque chose qui nous interpelle, parce qu'on le voit. C'est pas abstrait, hein. Vous savez, il n'y a rien de plus abstrait qu'expliquer le racisme. Si vous avez des jeunes de 12, 13, 14 ans, vous commencez à leur expliquer le racisme, c'est mal, vous rentrez dans des dialectiques sur la morale. C'est souvent très abstrait, sauf quand vous parlez des discriminations très concrètes. Mais la manière dont le racisme fonctionne dans ces mécanismes, c'est assez abstrait à expliquer, quoi qu'on en pense. Pour nous, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Là, les zoos humains, c'est exactement l'inverse. C'est très concret. Après, quelqu'un peut trouver que oui, c'était des sauvages, c'est normal qu'on les exhibe comme ça. Hein. Ok, mais ça fait déjà un débat qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on voit ce qui s'est passé, on voit comment ça s'est passé, on voit pourquoi ça s'est passé comme ça, et on voit qui est exhibé. Je me rappellerai toujours, et après je vous laisse la parole dessus, à un moment, ça te fait rire, parce que les jeunes, ils venaient de Strasbourg, et on fait au musée du Quai Branly, souvent des conférences qu'on faisait avec Lilian, et une bande de jeunes qui n'arrêtaient pas de foutre le boxon dans l'expo, dans la visite. Ils rigolaient. En gros, à aucun moment, on arrivait à, et avec la guide qui était avec nous, à marquer le fait de l'importance, un peu du côté solennel peut-être du sujet. Et dans la fin de l'expo, vraiment, on était dans le dernier quart d'heure, ils arrivent tous devant une affiche « Village alsacien ». Et là, j'ai vu mes petits Strasbourgeois complètement... « Monsieur, c'est quoi ça ?» « C'est des Alsaciens qui étaient exhibés, ce sont des sauvages, je leur dis les Alsaciens. » Il me dit « On n'est pas des sauvages, nous, c'est les autres les sauvages. » Je dis « Mais attendez, non, vous avez rien compris alors. » Et là, on se met à parler, c'est quoi un sauvage? Je dis « Les sauvages, pour les Français, à cette date-là, l'Alsacien n'est pas encore dans une altérité normale. Comme les Bretons. Moi, je suis breton, je sais à quoi ça ressemble, les villages bretons. Puis les Irlandais, ils savent très bien pourquoi les Anglais ont fait des villages irlandais. Hein. Ça correspond là aussi à un rapport à la domination. On peut toujours être le sauvage de quelqu'un. C'est un rapport au pouvoir, à la domination, au regard, à la monstration, à plein de choses. Et ça fait d'un seul coup réfléchir ces gamins qui ne rigolaient plus du tout. Parce qu'ils avaient basculé de l'autre côté de la barrière. Oui, merci. Vous avez parlé de villages suisses, par exemple, qui étaient à côté d'un village exotique, mais on mettait des vrais Suisses dedans aussi pour montrer la différence, ou alors c'était juste une reconstitution, pareil pour le village breton, le village basque dont vous parliez? Ah non, mais il y avait des vrais Suisses dedans, bien sûr. Il y avait, moi, le village breton, j'ai des photos des Bretons qui sont dans le village, ce qui d'ailleurs a sidéré totalement beaucoup des visiteurs qui voient les affiches. Par exemple, j'ai un village alsacien, ce sont des vrais Alsaciens, ce sont des vrais Flamands, ce sont des vrais Basques, ce sont des vrais Corses, ce sont des vrais Bretons. Alors moi-même, je suis breton, donc j'ai été énormément intéressé à ces villages et à découvrir les tournées, comment ça se passait en termes d'habits, en termes de mise en scène, quels étaient les niveaux de spectacle. Ce sont des populations. Alors, on sait qu'il y a des fois eu des populations qui étaient fausses. Quand la caravane égyptienne, par exemple, arrive à Paris, on sait aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé des petites annonces de l'époque, que 60% seulement de la caravane était constituée d'orientaux. Au sens large, hein, d'orientaux, vraiment au sens très très large. Mais 40% étaient recrutés dans les villes où les gens arrivaient. Et donc, il y a 40% de la troupe, si vous préférez, qui va être exhibée au journal d'acclimatation de la caravane égyptienne en 1892, si ma mémoire est bonne, viennent de Bécon-les-Bruyères et de Levallois. Et les gens vont se grimer la peau pour ressembler à des orientaux. Donc, il y a peut-être eu des faux Suisses dans la troupe des Suisses. Mais majoritairement, ce sont des Suisses qui viennent des différentes vallées, des différents cantons et qui jouent qui rejouent la mise en scène folklorique, si vous préférez, comme si on était dans un spectacle du Puy du Fou, avec une reconstitution, cette fois, ethnographique ou ethno-géographique ou ethno-identitaire, vous l'appelez comme vous voulez. Les Suisses jouent aux Suisses. Et un Suisse qui joue aux Suisses rentre dans la même mise en scène qu'un Africain qui doit jouer à l'Africain. Le Suisse si le Suisse commence à jouer au sauvage, il ne correspond plus au Suisse. Donc, ce sont des vrais villages et qui ont, je vous dis, les villages irlandais, par exemple, c'est quelque chose qui est un must. Vous le verrez, j'ai ce catalogue, si vous le trouvez dedans, vous avez des photos à l'intérieur des différents villages qui étaient suisses, italiens et qui tournaient de régions. Alors, très souvent, ce sont les dernières régions qui sont intégrées dans les marges des nations. Par exemple, pour la France, c'était les Corses, c'était les Occitans, c'était les Savoyards, c'était les Flamands et c'était les Bretons. Bon, les Irlandais, c'est vraiment une situation coloniale avec les Anglais. Vous avez des villages flamands qui pouvaient tourner en Belgique, ce qui est assez extraordinaire. Et vous trouvez ça dans plusieurs pays aussi. Au Japon, par exemple, c'est des villages Aïnous. Et les Aïnous, c'est les populations, si vous préférez, c'est les Indiens de l'intérieur. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Et ce qui a extrêmement marché en Europe, j'ai totalement oublié de vous en parler tout à l'heure, mais
c'est les populations nordiques, c'est-à-dire les Lapons qui sont exhibés parmi les premières troupes, parce qu'à l'époque, ce qui est pour nous n'est plus une dimension peut-être exotique qui a disparu dans la perception humaine. À l'époque, ces populations du Grand Nord sont totalement exotiques. Elles arrivent avec leurs grandes fourrures, les traîneaux, et on joue sur la mise en scène de la même manière qu'on joue sur les populations africaines. En Europe, une des premières troupes qui va faire beaucoup de bruit, c'est des Groenlandais qui viennent. On avait mis notamment cette peinture au musée du Quai Branly sur ces Groenlandais qui auront un impact incroyable et qui auront un succès sans précédent. Et les Japonais, c'est exactement la même chose aussi. Je pense à l'exposition, par exemple, de 1903 à Osaka, qui est une des plus grandes expositions qui va être faite à l'époque. Et l'exposition d'Osaka va être une exposition qui va bâtir d'une certaine manière une légitimité de l'empire japonais en construction, à la fois en Corée, par rapport à Formose et par rapport aux populations intérieures du Japon comme les Aïnous, et va fabriquer à ce moment-là, d'une certaine manière, une société idéale et coloniale que les Japonais vont faire de la même manière que les Européens. Et c'est là qu'on a une dimension monde qu'il faut maîtriser. Certes, avec des fois des décalages d'une décennie ou de 2 décennies, mais à peu près tous les pays du monde qui sont des puissances coloniales à l'époque, à l'exception de la Russie, qui est aussi une forme d'empire colonial à sa manière, et l'Empire ottoman, vont arriver à fabriquer des structures visuelles, propagandistes, de construction du monde, à peu près sur le même modèle. Et quand vous regardez Osaka, qui est pour moi assez fascinant, ou quand vous regardez les grandes expositions coloniales japonaises qui vont à peu près s'enchaîner tous les 2-3 ans après Osaka, vous avez aussi des Blancs qui sont exhibés. Parce que les Japonais se présentent comme supérieurs au monde. Et donc, ils reprennent le même modèle, mais en se plaçant, eux, en haut. Et c'est ça qui est intéressant à voir dans le zoo humain, c'est qu'il arrive à fabriquer du vrai en partant de la fiction. Avant d'attaquer, je vous montrais juste les images de ces célèbres villages dont je parlais. Vous les avez là, notamment en bas, le village breton, pour ceux qui voient. Vous voyez que les villages de population européenne n'avaient guère de différence des autres. Les tirailleurs sénégalais, comme toute la guerre 14-18, c'est une rupture majeure dans le regard qui est posé. Pas simplement pour les tirailleurs sénégalais. Il y a à peu près 1 million de combattants et de travailleurs non blancs qui arrivent en Europe en 4 ans. J'intègre dedans les djihadistes noirs, j'intègre les troupes hindoues qui arrivent à Marseille, notamment pour l'armée britannique, j'intègre les travailleurs indochinois, j'intègre les troupes maghrébines, les troupes africaines, malgaches, antillaises. Et ce choc, il provoque 2 choses qui sont majeures. D'abord, il provoque une rencontre qui n'est plus une rencontre de l'imaginaire et qui n'est plus une rencontre à travers les os humains. La rencontre de la tranchée, de l'hôpital à l'arrière, de l'usine, des champs pour les travailleurs, modifie totalement le rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un regard qui peut encore être un regard curieux, étonné, avec tout l'imaginaire précédent, mais vous vous mettez à parler avec l'autre, vous mourrez avec l'autre dans la tranchée. Il peut être dans le même hôpital que vous, ça change énormément de choses. Et puis l'armée française n'est pas dans le même niveau de ségrégation que l'armée américaine, par exemple. Donc ça va briser complètement l'image habituelle, surtout que la propagande va s'en emparer. Banania, vous le connaissez tous, mais derrière Banania, c'est des milliers d'images, avec des marraines de guerre proches de tirailleurs sénégalais qui vont enfin te raconter une histoire par les images aux Français. Et qui vont leur dire quoi? Celui qui était hier un cannibale est aujourd'hui un soldat de la République. Celui qui hier était un sauvage dans sa savane ou dans sa forêt devient le protecteur de la République. Et il y a plus sauvage que lui, c'est l'Allemand. Vous avez même des cartes postales où on voit des tirailleurs sénégalais garder des Allemands en cage et qui disent, la légende c'est « Ti, viens voir le sauvage ». C'est-à-dire qu'il va y avoir une mutation du regard. Parce que on ne peut pas dire que la République est sauvée par des cannibales, c'est pas possible. Donc on va fabriquer, l'armée française va fabriquer des dizaines de milliers d'images pour d'abord rassurer sur ces tirailleurs sénégalais, notamment eux. On les voit avec des petites filles ou avec des femmes marraines de guerre, et va construire d'une certaine manière non plus le mythe du sauvage, mais le mythe du grand enfant, sauveur de la République. Et on voit d'ailleurs des dessins de cartes postales aussi, où on voit ces tirailleurs couper les oreilles des Allemands et dire « Regarde, j'ai plus sauvage que toi ». Et quelque part, d'un seul coup, leur sauvagerie devient positive pour sauver la République. Donc ça change tout. En Nouvelle-Calédonie, les petits-enfants de l'école publique, l'école française, récitaient la liste des départements français, préfecture, sous-préfecture, chef-lieu de canton, et on ne leur apprenait pas leur propre vie, on ne leur apprenait pas ce qu'il y avait autour d'eux dans leur île. Alors là, c'est flagrant comme décalage. Un petit enfant de Nouvelle-Calédonie qui connaît la liste des départements français
et qui ne sait même pas l'histoire du pays où il vit, où il est né. C'est flagrant. Mais ça s'est passé aussi en Bretagne. Ça s'est passé aussi comme ça en Occitanie, en Corse et en Pays Basque. Tu comprends? On a toujours appris l'histoire des rois de France, sous-entendu l'histoire de la cour parisienne, l'histoire de l'académie. Mais qu'est-ce qui s'est produit justement là, dans les années 50-60 en Bretagne qui a fait qu'il y a eu comme un renouveau? Bien, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont été envoyés en Algérie. Et puis ils ont dit, mais mince, il n'y a pas de différence. Les Arabes ils sont décolonisés, puis nous, ben, c'est pareil. On les domine eux, puis on nous domine nous. Et puis l'économie était une économie de type colonial en Algérie, même en Bretagne aussi. Ils ont réalisé que le capitaliste, peu importe d'où il va toujours exploiter le plus pauvre que lui. Alors, ils ont fait des similitudes, des rapprochements qui les ont frappés, bien sûr. Puis ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on va les tuer, ce monde-là? Alors, ils sont revenus et puis ils se sont posés des questions sur leur propre identité. Parce que jusqu'à la guerre d'Algérie, les Algériens étaient des Français moyens. Et puis les Bretons aussi, des Français moyens. Alors, ils se sont dit, mais on n'est pas plus Français qu'eux, les Algériens. Alors, ils se sont posés des questions, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est finalement? Alors, à force de se poser des questions, ils ont trouvé la réponse, bien sûr. Vous connaissez ce personnage? Évidemment, c'est Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine et la cousine. Alors aujourd'hui, ce personnage a plutôt une bonne image. Mais ce n'a pas toujours été le cas. À l'origine, c'est une caricature. Bécassine a été créée en 1905 pour le journal La Semaine de Suzette, pour faire rire. Enfin, pour se moquer des jeunes filles qui arrivaient de Bretagne et qui venaient tenter leur chance à Paris. Les Parisiens pensaient qu'à l'exception des tâches ménagères, elles étaient incapables de faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas tout. Leurs compagnons, les Bretons, pas très bien vus non plus. On les trouvait trop rustiques. Du coup, ils récupéraient les travaux les plus durs et les tâches les plus ingrates. Ils étaient charretiers ou déménageurs. Cela dit, ça ne les a pas empêchés de débarquer en masse, eux et bien d'autres d'ailleurs. Et à partir des années 70, lorsqu'il y a eu en Bretagne toutes ces grandes grèves économiques, dues à des causes économiques et sociales, comme le joint français par exemple, ou la grève du lait, à ce moment-là, les gens se sont remis à chanter parce que des chanteurs se sont mis à chanter en breton. Et des ouvrières bretonnes, paysannes ou ouvrières des petites fabriques, des petites manufactures, des petites usines, nous ont dit, jamais avant notre grève, nous n'aurions osé chanter en breton devant des Français. Jamais avant notre grève, nous n'aurions osé danser, venir danser sur la place publique, dans des fest-noz. Il a fallu que ces grèves nous fassent comprendre que nous étions des gens à part entière, en quelque sorte. Et que notre façon d'être, notre façon de vivre, notre langue, notre culture, n'étaient pas des choses honteuses. L'État français ne considère pas, la Bretagne n'existe pas, on l'a divisée en départements, les autres provinces de France non plus d'ailleurs. Pour l'État français, il n'y a pas d'Alsaciens, ni de Basques, ni de Corses, etc. On n'y a même plus de Morbihanais ou de gens des Côtes du Nord ou des gens du Finistère. Il n'y a plus que des gens qui appartiennent à un numéro, c'est-à-dire qu'ils sont en département 35 ou 56, c'est-à-dire il y a une crise d'identité qui va naître un jour, parce que personne, évidemment, ne s'identifie avec le numéro 35 s'il est d'Ille-et-Vilaine, ou 56 s'il est du Morbihan. Au moment où on se parle, là, en France, la Bretagne et les Bretons ne sont pas reconnus comme un peuple. Ah non, surtout pas. On n'existe pas. D'ailleurs, il y a même un bouquin qui est très célèbre, que le gouvernement français est en train de diffuser un petit peu partout, là, qui dit qu'il n'y a pas de problème breton, bien sûr, puisque les Bretons n'existent pas, il n'y a que des problèmes en Bretagne. Bon, ben c'est bien dommage, mais ils vont se réveiller avec un problème breton sur le dos quand même.